Je m'appelle Pierre Brichon et je suis professeur de chirurgie thoracique au CHU de Grenoble depuis 1992. Donc, le thymus est un organe central qui est situé dans la poitrine, en arrière du sternum et en avant du cœur, entre les deux poumons. C'est un organe qui sert à l'acquisition de l'immunité, dans l'enfance principalement, et qui disparaît petit à petit, qui régresse petit à petit jusqu'à l'âge de 35 ans, pour ne laisser que des reliquats graisseux, plus ou moins gros, de sorte qu'il est habituel à 20 ou 25 ans, par exemple, d'avoir un thymus encore gros sans que ce soit pathologique, sans que ce soit une anomalie. Le meilleur examen, c'est la tomodensitométrie ou scanner. C'est l'examen habituel, c'est l'examen standard, c'est l'examen qui est facile à obtenir. Parfois, dans des cas très particuliers où on a un petit doute sur le thymus, on peut pratiquer ce qu'on appelle une IRM, c'est-à-dire une imagerie par résonance magnétique. C'est un examen qui est un peu plus difficile à avoir, qui sert à affiner le scanner en fait. La relation, elle est immunitaire, puisque la myasthénie est une maladie auto-immune, que le thymus sert à acquérir l'immunité et que les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine qui abîment la transmission neuromusculaire dans la myasthénie sont originaires du thymus. Les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine, ce sont des anticorps qui sont donc fabriqués par le thymus et qui vont se fixer à la jonction entre le nerf et le muscle, là où il y a la transmission de l'influx nerveux pour la contraction musculaire. Et ces anticorps se fixent sur les récepteurs d'acétylcholine, de sorte que l'acétylcholine ne se fixe plus sur ces récepteurs et que, de ce fait, l'influx nerveux ne peut plus être transmis au muscle. C'est pour ça qu'il y a une fatigabilité par absence de contraction musculaire. L'hyperplasie, c'est une augmentation de volume du thymus qui est liée à une augmentation du nombre de cellules qui se trouvent dans le thymus. Donc en fait, ça se voit souvent dans la myasthénie, sans que ce soit une tumeur proprement dite. Avoir une hyperplasie thymique sans myasthénie, ça n'a strictement aucune conséquence. Alors, quand il y a une hyperplasie thymique, ce qu'on appelle l'hyperplasie thymique à centre germinatif, avec des particularités sur certaines cellules, se voit dans certaines myasthénies, et c'est dans ces cas-là que la thymectomie donne les meilleurs résultats. On peut avoir des myasthénies avec hyperplasie, c'est-à-dire avec un gros thymus, ou des myasthénies sans hyperplasie, avec un petit thymus. Et il faut avoir des bons résultats de la thymectomie, se voit lorsqu'il y a une hyperplasie. Dans la myasthénie, il n'y a pas de surveillance particulière. Si on a décidé de ne pas opérer la myasthénie parce que ça ne fait pas partie des indications opératoires, il n'y a pas de surveillance particulière de l'hyperplasie thymique. Alors, il y a deux sortes de myasthénie. Vous avez les myasthénies qui font découvrir un thymome, c'est-à-dire une authentique tumeur du thymus, qui est plus ou moins maligne. Alors, dans ces cas-là, l'indication opératoire est obligatoire pour traiter au moins la tumeur, qui est potentiellement maligne. Le deuxième groupe de myasthénie, ce sont les myasthénies sans thymome, qu'on appelle les myasthénies non thymomateuses. Et dans ces cas-là, les indications sont assez codifiées. On opère ce qu'on appelle les myasthénies généralisées, c'est-à-dire qui dépassent la forme oculaire, qui surviennent chez des sujets en dessous de 50 ans, et qui sont accompagnés d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Alors, sachant que pour la thymectomie, je n'ai pas de thymome. Voilà, mon thymus est sain. Et donc, puisque je suis réfractaire au traitement, ma neurologue a demandé conseil à Lyon.
En fait, elle voulait qu'on passe au rituximab. Alors, le docteur Bourg répond que quand même, sans timum, on pourrait envisager de l'ablation avant de passer au rituximab parce que ça pourrait être bénéfique pour moi d'avoir une amélioration. Et donc voilà, c'est pour cela qu'on... Mais quand même, le thymus était hyperplasique, si je ne me trompe pas les termes. Voilà, donc on a, on l'a fait et c'était une excellente chose puisque le thymus était actif. On m'a, un an après avoir été diagnostiquée, on m'a fait faire donc des essais. Enfin voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un problème au thymus. Donc on m'a fait une thymectomie. Et après, j'ai eu un traitement de fond pendant bien 3-4 ans, je dirais. Donc moi, j'ai une histoire avec la thymectomie qui est un peu peut-être atypique, au sens où j'ai été thymectomisée 3 ans après le diagnostic. Le plus souvent, la thymectomie a lieu dans l'année qui suit l'annonce du diagnostic, parce qu'il y avait des études qui montraient que c'était le moment où il y avait le plus d'efficacité. Je crois que les études ultérieures ont contredit ça. Donc, comme pendant 3 ans, on n'arrivait pas à stabiliser, et bien que je n'ai pas de thymome, et bien que mon thymus paraissait d'une taille tout à fait raisonnable aux examens, il y a eu une décision de la neurologue de dire on va faire une thymectomie pour essayer de stabiliser les choses. Donc j'ai eu ce rendez-vous médical le 15 mars et le 15 avril, j'avais la thymectomie, je passais sur le billard. Et donc c'est très court en fait, surtout quand on a été malade pendant 3 ans et qu'on ne s'est pas dit je vais être passé au bloc. Et donc en rétro-planning de ça, il y a une cure d'immunoglobuline qui est proposée pour permettre d'encaisser le choc opératoire et de reprendre des forces. Donc il fallait planifier ça. La rencontre avec le chirurgien, la rencontre avec l'anesthésiste, très importante pour nous, et puis l'opération. Alors, je savais qu'il y avait plusieurs techniques d'intervention chirurgicale. Quand j'ai rencontré le chirurgien, je lui ai posé la question. Et évidemment, la tendance spontanée, c'est d'aller vers l'opération la moins invasive, avec le moins de cicatrices possible. En fait, le chirurgien, il m'a assez vite dit qu'il ne choisirait pas l'opération... Enfin, ce qui lui paraissait la plus adaptée, c'était de passer par les voies directes. Donc, ce qu'il a fait... En fait, je me suis assez facilement laissée convaincre, même si je partais avec une autre idée en tête au départ, parce qu'il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, votre thymus, il est petit, il paraît potentiellement pas complètement accessible, et donc en intervenant directement devant, il est plus directement accessible. Et il m'a expliqué aussi qu'en passant sur les côtés, il pouvait arriver, s'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, que finalement il soit nécessaire de faire la chirurgie à laquelle il pensait immédiatement. Donc j'ai accepté. Et quand on a eu la visite post-opératoire, il m'a dit « Vous avez vu, j'avais eu la bonne intuition. » Et de fait, l'opération avait été un peu complexe. Donc c'était mieux de passer par là. La meilleure thymectomie est en fait faite par une grande intervention, par cervico-sternotomie médiane, qui permet l'exérèse du thymus, mais aussi de tout le tissu graisseux qui est autour du thymus. Ça peut aller très loin en arrière, parce que l'on sait, et l'on sait de façon sûre, qu'il y a des petits résidus thymiques à l'extérieur du thymus et qu'il est recommandé ou préférable de les enlever. Et pour ce faire, il faut faire une intervention par sternotomie très large. Alors en fait, l'ouverture se fait au niveau de la base du cou, comme pour une opération de la thyroïde. Et alors on parle de sternotomie habituellement, mais dans mon cas, en fait, c'était juste la première partie du sternum. Donc en fait, il a ouvert horizontalement. Je ne sais pas si on voit, mais la cicatrice maintenant, elle est
relativement discrète. Ensuite, là, il y a la première partie du sternum qui a été séparée en deux pour accéder derrière au thymus. Et le thymus, en fait, il est composé de deux cornes, ils appellent ça donc, droite et gauche. Et pour moi, c'était un peu compliqué d'y accéder parce qu'il y en a une qui était un peu emmêlée. Donc, ils ont dû découper le thymus pour ressortir en plusieurs parties et ensuite pouvoir l'analyser. De fait, maintenant, les progrès de la chirurgie ont fait qu'on peut faire des interventions chirurgicales par voie mini-invasive en faisant par exemple une thoracoscopie avec ou sans robot, une thoracoscopie bilatérale qui consiste à réaliser des petits orifices dans la cage thoracique. Et il est vrai que sur le plan cosmétique, chez des sujets qui sont en général les sujets jeunes, les sujets qu'on opère de myasthénie, il y a beaucoup de femmes. Donc sur le plan cosmétique, c'est beaucoup mieux accepté qu'une grande sternotomie médiane, par exemple, comme les opérés du cœur. Il m'a proposé le robot pour une question esthétique, parce que quand j'ai entendu thoracotomie, je me suis dit, mon décolleté. Et donc, voilà. Et on est parti avec le robot, sachant que en cas de problème, au cas où il ne pourrait pas accéder au thymus qui ouvrirait. Franchement, et le chirurgien vraiment top, le professeur Tron, il avait compris quand même que, je pense, je crois qu'il avait compris que je ne préférais pas quand même qu'on ouvre complètement le thorax. Et donc, non, franchement, il m'a expliqué pourquoi il voulait partir sur le robot. Voilà, du coup, j'étais même contente parce que je me préparais quand même à défendre. Je voulais que ça se passe comme ça, en fait. Du coup, je me suis dit, si toutefois il me proposait d'ouvrir, voilà, j'ai pas eu à faire le choix parce que c'était le mien. Les sujets qui ont plus de 50 ans, qui n'ont pas d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine ou qui ont des anticorps anti-musc, ceux-là ne sont pas des bonnes indications opératoires. Et lorsque la myasthénie est une forme oculaire pure, c'est-à-dire qu'elle ne touche que les yeux, et lorsqu'elle survient très tardivement dans l'évolution. Alors, les interventions sur le thymus et en particulier sur la myasthénie doivent être faites dans un centre expert, d'une part avec des chirurgiens qui ont l'habitude de cette technique, et puis aussi encadrés par une équipe d'anesthésistes entraînés, et également en concertation avec des neurologues qui ont l'habitude, et effectivement, il y a des centres de référence neurologique de la myasthénie. Chez les personnes myasthéniques qui ont un thymome, on attend d'une part le traitement, un effet sur la myasthénie, et aussi le traitement surtout par exérèse de la tumeur maligne. Chez les personnes qui sont myasthéniques sans thymome, donc dans les myasthénies non thymomateuses, on attend de la thymectomie une amélioration des symptômes, une diminution des poussées symptomatiques et une réduction de l'intensité du traitement. Il faut savoir que quelqu'un qui est myasthénique, à partir du moment où il le devient, il est myasthénique toute sa vie, qu'on ait ou qu'on n'ait pas enlevé le thymus. Alors on sait depuis peu d'ailleurs que dans les myasthénies généralisées, la thymectomie fait mieux que le traitement médical. Il y a eu un travail récent dans le New England Journal of Medicine qui date de 2016 avec une série randomisée, c'est-à-dire qui compare deux groupes de patients, un opéré et un non opéré, et on sait que la thymectomie, on en est sûr maintenant, que la thymectomie améliore la myasthénie, mais on ne guérit pas la myasthénie. Alors, c'est un peu la combinaison. La combinaison thymectomie et rituximab a pour moi été très efficace.
Je ne peux pas dire, puisque par définition, pour moi, c'était associé. Hein. J'ai démarré 1 mois après. Ce qui se serait passé avec juste la thymectomie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus eu, ça c'est important, un seul arrêt de travail depuis ma thymectomie. Donc je travaille à temps partiel, mais je n'ai plus d'arrêt de travail. Au plus la thymectomie est élargie, au plus elle a des risques sur les structures de voisinage, des risques de blessures, en particulier de blessures des nerfs, et en particulier les nerfs des cordes vocales et les nerfs du diaphragme. Or, quelqu'un qui a une myasthénie généralisée peut avoir des troubles de déglutition et des troubles respiratoires. C'est lié à la qualité de l'intervention, ça fait partie aussi des risques opératoires. En général, il faut surtout pas attendre un effet immédiat. Il est classique de dire que les effets se font sentir au bout de quelques mois, 6 à 8 mois. Au bout de 6 mois, parce que le neurologue voulait qu'on se laisse 6 mois pour voir les bienfaits de la thymectomie avant de passer au rituximab. Et du coup, au bout de 9 mois, j'étais pas stabilisée, on va dire. Il y a eu de l'amélioration, mais pas la stabilisation de la maladie. Du coup, on est passé au rituximab. Le bénéfice de la thymectomie, il n'est pas immédiat. Les études montrent qu'en fait, les patients qui ont été thymectomisés ont besoin de moins de corticoïdes, un dosage de corticoïdes moins fort pour être stabilisés. Ce qui pour beaucoup de myasthéniques est un vrai soulagement parce que c'est notre pire ami et ennemi, la cortisone. Donc à la fois elle nous stabilise et à la fois il y a des effets secondaires. Et donc ça m'a permis de réduire considérablement le dosage de cortisone. Alors dans mon cas, c'est un peu particulier parce que j'ai démarré très vite après la thymectomie le rituximab qui aussi permet de réduire les traitements. Donc dire ce qui est grâce à la thymectomie, grâce au rituximab, c'est compliqué de démêler. Mais en tout cas, j'ai réduit les corticoïdes. Alors, on reste myasthénique après la thymectomie parce que comme toutes les maladies auto-immunes, l'organisme continue à produire des anticorps contre l'organe en question, en l'occurrence des anticorps anti-acétylcholine contre les récepteurs musculaires. La thymectomie ne suffit pas à supprimer le taux d'anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine et très clairement, on n'a pas d'explication scientifique sur ce sujet. Les effets à court terme de la thymectomie sont comme pour toutes les interventions chirurgicales. Il y a quelques douleurs post-opératoires que l'on traite facilement par des antalgiques. Il peut y avoir des petits soucis pleuraux, mais qui sont mineurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent nécessiter de refaire une ponction, mais c'est assez rare. Et on craint bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lésions du nerf phrénique. C'est pourquoi le chirurgien fait très attention. Je dirais qu'au départ, ce qui est compliqué, c'est de trouver dans mon cas en tout cas, c'était de trouver une position pour dormir. Notamment parce que quand même, le sternum, il a été un peu traumatisé, il est refermé avec un fil de fer, il faut que l'os cicatrise. Et donc quand on dort sur le côté, voilà, ça met une pression sur le thorax qu'on ressent. Bon voilà, ça a été le plus compliqué, mais du coup ça fatigue. Moi je dirais 2 jours un peu compliqués, une dizaine de jours où on sent la douleur. Et puis après, tout doucement, ça s'amenuise. Au bout d'1 mois, déjà, la douleur, elle est tout à fait estompée. Au bout de 2 mois, on a oublié. Alors, le retour à la maison, je ne vais pas dire que ça a été difficile, mais j'ai vite réalisé que j'étais fatiguée. Enfin, j'étais contente. Ça y est, on m'a débarrassé de mon thymus. Normalement, je dois aller mieux. Ah ben non, c'est trop facile ça. Non, j'étais crevée, j'étais fatiguée. J'avais même fait à manger. Et du coup, à la fin, j'ai eu peur parce que j'ai cru que je décompensais. Et donc, tout doux, je suis restée tranquille. Par contre, pour le coucher, c'est
dur. C'est dur, enfin, c'est pas dur, mais il faut trouver une position, la position qui nous convient. Et donc, mon mari m'a généreusement laissé le lit. Et du coup, j'étais entourée de coussins, bloquée de partout, et c'était top. La cicatrisation est un peu différente selon la voie d'abord, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une sternotomie, on coupe le sternum au milieu, donc c'est une fracture osseuse, et comme toute fracture, ça cicatrise au bout de 45 jours. Lorsqu'on fait une intervention par des petits orifices de thoracoscopie, la cicatrisation est très rapide, en 10 jours, hein, comme une incision cutanée. La durée de l'arrêt de travail, elle va dépendre du travail que fait la personne. Quelqu'un qui a un travail de force, bien sûr, devra avoir un arrêt de travail un peu plus long. Elle va dépendre aussi et surtout de la voie d'abord, puisque en cas de sternotomie, où on estime qu'il y a 45 jours pour la consolidation du sternum, il est licite de donner un arrêt de travail de 45 jours. Mais pour des thymectomies qui sont faites par chirurgie mini-invasive, on peut donner 10 à 15 jours. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la thymectomie ne diminue pas les symptômes de la myasthénie dans la période post-opératoire immédiate, donc ça peut aussi jouer sur la durée d'arrêt de travail. Pour ce qui est des complications, il y a les complications des incisions, c'est-à-dire l'infection de parois ou des choses comme ça, mais c'est quand même très rare parce que ce sont des interventions très propres et qui sont assez rapides finalement. Le kinésithérapeute, il a un rôle pour récupérer les capacités respiratoires, puisque chaque fois qu'on ouvre le thorax ou qu'on fait un geste sur le thorax, on estime que les capacités respiratoires sont un peu réduites. Donc la kinésithérapie permet de récupérer des capacités respiratoires. On essaie de respirer, on gonfle les poumons, et puis le spécialiste, le kiné, nous aide avec une pression qui appuie sur la poitrine pour dégonfler à fond. En fait, on expire à fond, on inspire à fond, on gonfle les poumons, puis il nous aide à expirer à fond. Voilà. Lorsque on opère des myasthénies avec thymome, il est d'usage, comme dans toute tumeur, d'envoyer la pièce d'exérèse que le chirurgien a enlevée en analyse anatomopathologique, cette analyse va donner un stade de la maladie en raison de l'éventuel envahissement des structures de voisinage. Et lorsque, par exemple, la capsule du thymus est dépassée par le thymome, ça peut nécessiter une radiothérapie complémentaire. Il peut y avoir des rechutes de thymome dans la loge du thymus, en particulier lorsque l'ablation du thymus est incomplète, parfois ça existe, ou lorsque la tumeur a franchi la capsule du thymus. Et c'est pour cette raison que, en cas de thymome, il est d'usage de faire une surveillance régulière du patient par des scanners à intervalles réguliers, tous les ans ou tous les 2 ans. Alors s'il y a rechute, on peut proposer une réintervention ou de la radiothérapie ou les deux. Après thymectomie pour myasthénie non thymomateuse, il n'y a pas de surveillance chirurgicale particulière, on a enlevé le thymus. Et une fois que les suites opératoires sont terminées, on confie le malade au neurologue et le chirurgien n'a plus rien à faire. Néanmoins, dans certains cas, on peut se poser la question s'il n'y a pas des reliquats thymiques qui puissent nécessiter une nouvelle exérèse. Ça, c'est dans les myasthénies sans thymome. Dans les myasthénies avec thymome, eh bien, la surveillance est régulière parce qu'il y a souvent peu de signes symptomatiques, peu de symptômes qui peuvent faire penser à une récidive. Hormis parfois des poussées de myasthénie.